Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Delphine Jubilard. C'est l'affaire qui tient la France en haleine depuis de nombreux mois. La mystérieuse disparition de Delphine Jubilard. La jolie infirmière disparaît dans la nuit du 15 décembre 2020 et depuis, plus rien. C'est comme si elle s'était volatilisée. Mais après 6 mois d'enquête, coup de théâtre. Son mari, Cédric, est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Pourtant, devant le juge, il crie son innocence. Alors, quels sont les secrets de cette affaire à rebondissement ? Quel serait le mobile du crime ? Et surtout, quels sont ces nouveaux éléments entre les mains des enquêteurs ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. C'est le début de l'hiver. Le froid s'est abattu sur cette petite localité de province. Ses habitants sont bien loin de s'en douter, mais dans quelques jours, la France entière aura les yeux braqués sur leur village, d'ordinaire si tranquille. Et tout particulièrement sur cette maison qui semble encore en construction. Dans le quartier, elle dénote avec ses murs défraîchis et ses tas de gravats. Et pourtant, cette maison va bel et bien se retrouver au cœur d'une incroyable enquête. Car c'est là que Delphine Jubilard habitait. Et c'est là qu'elle a disparu, sans laisser de traces. Que s'est-il passé derrière les murs de ce pavillon ? Quel lourd secret cache-t-il encore ? Pour le découvrir, il faut remonter plusieurs années auparavant. Toute cette histoire commence dans la région d'Albi, en Occitanie. Au cœur du département du Tarn, l'une des plus belles villes du midi de la France. C'est à quelques kilomètres de là que se situe Cagnac-les-Mines. C'est une petite commune qui se trouve en périphérie d'Albi. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Elle compte environ 2500-3000 habitants, résidentiels, où vivent des familles, des retraités. Cagnac-les-Mines, c'est une commune qui est très calme, où tout le monde se connaît un peu. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Une sorte de petit village, en tout cas, il y a une ambiance là-bas de petit village. Cagnac-les-Mines, une localité des plus tranquilles, posée entre la ville et la campagne. Et un peu à l'extérieur du village, ce quartier, seulement composé de maisons individuelles. C'est un quartier très résidentiel, c'est un espèce de lotissement tout en pente. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Où il y a uniquement des maisons plutôt récentes. Les voisins se connaissent. Un lotissement assez vallonné, où les routes portent des noms d'artistes. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Il y a la rue Yves Montand, il y a aussi la rue Claude Nougaro, par exemple. C'est dans ce quartier que sont installés Delphine et Cédric Jubilard. Voilà bien longtemps que ce couple âgé d'une trentaine d'années fait partie du paysage. Des personnes qui sont allées s'installer à Cagnac-les-Mines, Jean-Baptiste Allary, avocat de la défense. notamment en raison du fait que l'immobilier y est moins onéreux qu'à Albi. Ils ont suivi le cheminement classique des couples amoureux, c'est-à-dire on s'installe ensemble assez rapidement. Entre Cédric et Delphine, une histoire d'amour déjà ancienne. Et pour cause, leur rencontre remonte à 2006, une époque où l'un et l'autre sont tout juste majeurs.
Ils ont à peine 18 ans. Ils se rencontrent lors d'une soirée chez une amie qu'ils ont en commun. Alors il y a de l'alcool, ça fume un peu, ça danse, tout le monde s'amuse. Et Delphine flash directement sur Cédric. Cédric Jubilard, c'est un physique un peu passe-partout, mais un homme qui est extrêmement vif, extrêmement jovial, qui a le contact assez facile. Delphine éprouve une irrésistible attirance envers Cédric. Difficile pour elle de ne pas être séduite par son tempérament enjoué et insouciant. C'est quelqu'un qui est amusant, Cédric. Il a un côté fêtard, Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. Voilà, il a un côté touchant. Il a ce côté enfant aussi en lui. Sincère et brut de décoffrage, quoi. C'est-à-dire que quand il a quelque chose à dire, il n'hésite pas, il ne prend pas de gants. Voilà, il n'y a pas de filtre chez lui. Un peu immature, on va pas se mentir. Un peu immature. Mais une personnalité qui est attachante. Delphine s'y est attachée. Delphine tombe éperdument amoureuse de Cédric. Et lui n'est pas insensible au charme de cette jeune fille si rayonnante. Delphine, c'est une personne solaire, c'est une très jolie jeune femme. Aux longs cheveux châtains, elle est grande, élancée, et en fait elle est craquante, quoi, comme nana. Elle est d'un style relativement classique. Il y a une attraction réciproque. Il y a quelque chose, il y a effectivement une attraction. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et très rapidement, malgré leurs différences, leur décision est prise. Alors qu'ils sortent tous les deux de l'adolescence, Cédric et Delphine font le choix de ne plus se quitter. C'est leur première histoire d'amour et ils vont rapidement s'engager dans cette relation amoureuse de manière très sérieuse. Tout de suite, les deux ont envisagé une vie de couple et tout de suite, les deux se sont donné les moyens pour que cela fonctionne. Delphine est alors sur le point de terminer ses études d'infirmière. Quant à Cédric, il vient d'entrer dans la vie active comme ouvrier plaquiste et peintre en bâtiment. Cédric a suivi une scolarité jusqu'au CAP, puisqu'il a obtenu un CAP dans le bâtiment. Puis ensuite, il a enchaîné quelques petits boulots. C'est quelqu'un qui travaille régulièrement, qui est ponctuel, qui est rigoureux dans son travail, assez perfectionniste. Même, il prend du temps pour finir et bien finir son travail. Une situation stable qui permet au jeune couple de s'installer sous le même toit. Cédric est sûr de l'amour qu'il porte à Delphine. Alors, à la fin de l'année 2011, il décide de franchir un cap. Quand il a demandé Delphine en mariage, il l'a invité à un dîner romantique au restaurant. Il a demandé au chef cuisinier d'écrire « Veux-tu m'épouser » sur le gâteau pour la fin du repas. Donc quand le serveur apporte le gâteau devant Delphine, elle est hyper émue et tout de suite elle lui dit oui, quoi. Elle veut l'épouser. Un mariage inoubliable. 2 enfants naissent de leur union, un garçon, puis une petite fille. Pour Delphine, c'est un véritable conte de fées qui commence. D'autant qu'elle travaille désormais comme infirmière dans l'une des cliniques les plus réputées d'Albi. Elle s'occupe des malades qui sont d'abord malades des poumons, puis ensuite des personnes qui sont en fin de vie. C'est quelqu'un qui est très apprécié, dynamique. Elle gère à la fois son activité professionnelle d'infirmière et elle travaille de nuit. Laurent Naka-Charfi, avocat des parties civiles. Pour pouvoir gérer la journée, la vie de ses enfants. Son métier peut être très difficile et ça peut être dur psychologiquement pour elle, mais elle s'accroche parce qu'elle sait que son travail a de l'importance pour ses patients. À la clinique, Delphine est la joie de vivre incarnée. Son sourire fait le bonheur de ses collègues et surtout de ses patients. Notamment au cours de l'année 2020, cette période de Covid que tout le monde a vécu. Alexandre Martin, avocat de la défense.
et que les personnels soignants, dont faisait partie Delphine, ont investi des heures et des heures, des nuits et des nuits. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est très tourné vers les autres, qui cherche toujours à aider ceux qu'elle croise et qui apporte du bonheur autour d'elle, tout simplement. Un mari et 2 jeunes enfants âgés de 6 et 1 an. Tout bascule le 15 décembre 2020, ici même, dans leur maison de Cagnac-les-Mines. Cédric Jubilard rentre du travail, comme d'habitude, il est aux alentours de 18h30. Jean-Baptiste Allary, avocat de la défense. Delphine est sur le canapé, il fait à manger. C'est une soirée banale, au cours de laquelle rien de bien particulier ne se passe. La famille va manger. La petite va être mise au lit, bien sûr, avant tout le monde. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Cédric Jubilard va aller se coucher aux environs de 22h30 parce que notamment, il travaille le lendemain matin et doit se réveiller à 6h du matin. Mais en pleine nuit, vers 3h45, Cédric se réveille en sursaut. Sa fille, qui vient d'avoir 18 mois, est en pleurs. Il va se lever, il va remettre la tétine à sa petite fille et puis il va constater que Delphine n'est pas dans son lit. Delphine n'est ni dans le lit, ni sur le canapé. Et alors, ça l'intrigue. Il commence à l'appeler, à l'appeler, à l'appeler. Il tombe sur le répondeur après sonnerie. Donc là, on est en plein hiver, couvre-feu, elle répond pas, c'est pas normal. Dans les minutes qui suivent, il envoie des messages aux copines de son épouse pour savoir si elle n'est pas chez elle, pas de réponse, et il appelle la gendarmerie. Il est 4h09 du matin. Son appel parvient à la petite brigade de gendarmerie de Cagnac-les-Mines. Au bout du fil, un jeune père de famille qui paraît très démuni devant la situation. Il appelle la gendarmerie parce que il peut pas partir seul faire des recherches. Il y a des enfants, il peut pas laisser 2 enfants en bas âge seuls à la maison. Il explique aux gendarmes au téléphone qu'il a fait le tour de la maison, qu'il a regardé dans chacune des pièces qu'elle n'y était pas. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Il a ouvert les portes vitrées de la maison et que là, il a constaté que ces 2 chiens, 2 charpés, étaient à l'extérieur. Donc il s'est imaginé que Delphine a dû partir sortir les chiens ce soir-là et qu'ils sont revenus sans elle. Une vingtaine de minutes plus tard, des gendarmes se présentent au domicile des Jubilard. D'après Cédric, sa femme serait sortie promener les chiens, mais elle n'est pas rentrée. Il précise même qu'elle devait porter une doudoune de couleur blanche. Parce que la doudoune n'est plus à la maison. C'est une doudoune qu'elle mettait assez régulièrement ces derniers temps, et il constate bien que la doudoune n'est plus là. Aussi, il y a de fortes chances que la doudoune soit sur les épaules de mon épouse. L'autre chose qu'il leur explique, Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. c'est qu'en revanche, elle est sortie juste avec son téléphone portable. Elle n'a pas pris ses lunettes de vue, dont elle a pourtant besoin, ni aucun moyen de paiement. Une jeune femme avec un téléphone portable, vêtue d'une doudoune blanche. Les gendarmes transmettent le signalement de Delphine aux patrouilles du secteur. Puis ils posent à son mari les questions d'usage en pareil cas. Alors, assez rapidement, il va être interrogé sur la situation de son couple. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Les gendarmes, c'est l'une des premières questions qu'ils ont envie de lui poser. Comment ça se passe dans votre vie, dans votre couple ? Cédric leur répond en toute franchise. Malgré les apparences, il reconnaît que son couple traverse une mauvaise passe. D'ailleurs, dit-il, Delphine dort dans le canapé depuis quelque temps. Les gendarmes s'interrogent. Serait-elle partie pour fuir ces tensions dans le foyer ? Ils ont devant eux un Cédric Jubilard qui est effondré, dont ils disent qu'il est extrêmement anxieux, extrêmement angoissé. Et en même temps, ils ne trouvent pas de scène quand ils arrivent. Il n'y a pas de scène de violence dans la maison, il n'y a pas de scène de lutte. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi.
Il n'y a pas d'objet par terre, sur Cédric, il n'y a pas de blessure apparente. Le mari est catégorique. Il n'y a pas eu de dispute entre eux durant la nuit. Mais les gendarmes passent tout de même la maison au peigne fin. Y aurait-il sur place des traces d'une quelconque altercation au sein du couple ? À 11h, les techniciens d'identification criminelle reviennent, en présence des gendarmes primo-intervenants. Et à ce moment-là, il y a un PV de gendarmerie qui indique la chose suivante. Pas de traces de lutte, pas de traces de nettoyage, pas de traces de sang, pas de traces biologiques. Il n'y a absolument rien. Alors, que s'est-il passé au juste ? Pourquoi cette jeune mère de famille a-t-elle disparu en pleine nuit ? Départ volontaire ou mauvaise rencontre ? Pour la gendarmerie, c'est le début d'un mystère qui va tenir toute la France en haleine pendant plusieurs mois. Dès le lendemain matin, ils enclenchent des recherches et c'est une véritable armée de gendarmes qui débarque à Cagnac-les-Mines. Il y a 80 militaires qui se mettent à inspecter toutes les zones autour du domicile. Ces gendarmes vont faire le tour de la commune pour essayer de trouver trace de Delphine Jubilard, pour la simple et bonne raison que Cédric n'a pas pu le faire dans la mesure où il a les 2 enfants à la maison. Mais personne ici n'a rien vu, rien entendu. Et surtout, personne n'a croisé Delphine. Cette infirmière dont tout le monde ici connaît le sourire, s'est tout simplement volatilisée. Pour l'instant, oui, on part sur toutes les hypothèses. On n'exclut rien, bien sûr. La fugue, le départ soudain. Les gens s'inquiètent d'un rôdeur possible, donc ça crée beaucoup d'émotions, d'inquiétude dans le village. Un petit vent de panique qui se lève sur Cagnac. Très vite, la psychose se propage à toute la région d'Albi. Car d'après les chiens pisteurs, la trace de Delphine Jubilard se perd dans son quartier, à moins de 200 mètres de son domicile. Serait-elle montée de gré ou de force dans un véhicule ? À ce stade, la gendarmerie du Tarn étudie toutes les hypothèses, y compris celle de la disparition volontaire. Mais pour la famille de Delphine, il y a quand même quelque chose qui cloche. Déjà, elle a peur du noir. C'est quelqu'un qui est paniqué à l'idée de sortir en pleine nuit toute seule. Elle serait jamais sortie promener ses chiens en pleine nuit. Quiconque va quitter son domicile Laurent Naka-Charfi, avocat des parties civiles. va prendre son véhicule, va prendre ses papiers, va prendre toutes ses affaires. Ou pour le moins le minimum. Difficile pour les proches de Delphine d'imaginer qu'elle soit partie de la sorte, cette fameuse nuit, sur un coup de tête. Surtout à quelques jours de célébrer Noël auprès des siens. Laisser seuls ses enfants au domicile pour partir volontairement, c'est inimaginable. L'idée même est impensable connaissant Delphine. Elle aurait jamais laissé seuls ses enfants dans de telles circonstances. Delphine s'apprête à fêter les fêtes de fin d'année. Le sapin est fait, les cadeaux sont quasiment terminés, il y a des projets avec sa famille. Donc, on va pas tout laisser tomber du jour au lendemain. C'est pas possible. Tandis que Noël approche, plusieurs jours s'écoulent et toujours rien. C'est là que les médias s'emparent de l'affaire. La disparition de Delphine fait la une de l'actualité.
Le mystère et l'inquiétude dans un village du Tarn. Depuis près d'une semaine, une jeune mère de famille est portée disparue. Elle serait sortie de chez elle en pleine nuit sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et depuis, plus de nouvelles. L'ambiance est lourde sur place. Les recherches se poursuivent depuis 6 jours maintenant. Les gendarmes font une enquête de voisinage pour tenter de retrouver Delphine Jubilard. Madame, bonjour, c'est la gendarmerie. Dans le quartier, les habitants sont sidérés. J'étais toute surprise quand j'ai appris ça. Parce que j'ai dit, bon, c'est calme ici. On est dans un quartier calme et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est assez perturbant. Delphine Jubilard aurait-elle été victime d'un malaise ou d'un accident après avoir quitté son domicile? La gendarmerie ne laisse rien au hasard. Je vais prendre l'extrémité puis on va tourner le long. Tu sais quoi? Ils sont tous en ligne et on peut ratisser de manière concrète en ligne. Mais il n'y a, hélas, aucun signe de Delphine à Cadillac-les-Mines ou dans ses environs. Une disparition qui plonge les villageois dans l'incompréhension. Les circonstances sont assez particulières, sans documents, sans rien. Elle est partie comme ça, en pleine nuit, quand même bizarre. Toutes ces histoires, en fait, ça arrive partout. Hein. C'est pas que dans les grandes villes où on voit que ça peut arriver partout. Après, c'est vrai qu'il nous tarde de savoir ce qui s'est passé réellement. 23 décembre 2020. Voilà maintenant plus d'une semaine que Delphine a disparu. Et aucune trace d'un éventuel corps. Les enquêteurs écartent donc la piste de l'accident. Reste celle d'une mauvaise rencontre. Alors pour tenter de trouver les indices, ils organisent une battue. Plus de 1000 personnes viennent spontanément leur prêter main forte. Dans le secteur, tous les voisins, tous les amis vont essayer de retrouver Delphine. Tout de même, quand on regarde le portrait de Delphine, c'est Madame Tout-le-Monde, et personne ne comprend que Madame Tout-le-Monde se volatilise à 10 jours de Noël. Je vous demande d'être très vigilant, de ne pas hésiter à soulever les branches. Je sais que beaucoup cherchent une doudoune blanche et un téléphone portable. Moi, je vous demande de signaler tout ce que vous trouverez. Les amis et collègues de Delphine ont répondu présent. Difficile pour elle de cacher leur émotion. Je la connais très bien, j'étais à son mariage, donc c'est plus qu'une collègue. Hein. On est très très touchés. Pas simplement moi, toutes mes collègues, toutes ses amies. C'est vraiment quelque chose de très très dur pour nous à vivre actuellement. Aucun signe de Delphine ou même de son téléphone portable. Cette battue est un échec et le mystère continue de s'épaissir. Cédric est là lui aussi, mais cet élan de solidarité dissimule à peine la drôle d'atmosphère qui flotte durant cette journée. À cette battue, il y a une ambiance un peu spéciale, c'est une ambiance un peu électrique, comme s'il y avait deux clans. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. D'un côté, il y a les proches de Delphine, de la famille Ossaguel. Et on constate très vite que la famille de Delphine ne se mêle pas à celle de Cédric. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Et il y a deux clans bien séparés et on sent une vraie animosité entre eux. Et c'est ça qui est troublant, quoi. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. On se rassemble pas pour chercher ensemble Delphine, voilà. Le comportement de Cédric intrigue en effet certains proches de Delphine. Depuis le début des recherches, il trouve que son mari fait preuve d'un étrange détachement. Très rapidement, Cédric Jubilard va sentir une certaine hostilité. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Il va penser que beaucoup de gens considèrent qu'il est à l'origine de la disparition de Delphine. Ça s'inscrit quand même dans cette période où sont mis en exergue les féminicides. Alexandre Martin, avocat de la défense. Ça avait déjà commencé avec l'affaire Daval. La célèbre affaire Jonathan Daval. Par un hasard du calendrier, le procès du meurtre de sa femme, Alexia, vient de s'achever. C'était à peine quelques semaines plus tôt.
Tout le monde a en tête l'affaire Daval avec cet homme qui a signalé la disparition de sa femme avant de finalement avouer l'avoir tuée. Dès le départ, tous les regards se braquent sur Cédric Jubilard. C'est le suspect parfait. Dès le départ de l'enquête, c'est le suspect parfait. Ils étaient en train justement de décider de l'organisation des festivités. Noël va se passer dans la famille de Cédric Jubilard, en présence de sa maman. Mais également, les enfants vont aller dans la famille de Delphine, puisque Cédric Jubilard n'a jamais eu la volonté d'être à l'encontre de la famille de Delphine. Brigade locale de Cagnac-les-Mines qui est à la manœuvre, mais un service spécialisé, bien plus expérimenté. Le parquet de Toulouse se saisit de l'affaire et il y a une information judiciaire qui est ouverte pour enlèvement et séquestration. On bascule de disparition inquiétante à une affaire criminelle. Et l'enquête est confiée à la section de recherche de Toulouse. Donc c'est des enquêteurs chevronnés qui ont l'habitude de ce genre d'affaires très médiatiques. Cédric Jubilard sent bien que la pression sur lui monte inexorablement. À chaque fois qu'il se montre, il doit affronter toutes sortes de regards et d'insinuations. Il va continuer à travailler, il va faire un peu fi des hostilités des uns et des autres, il va essayer de gérer les médias, il va essayer tout cela, et avec certainement beaucoup de maladresse, parce que ce sont des périodes extrêmement compliquées à gérer. Il a encore quelques relations qui lui sont fidèles. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Quelques copains comme ça qu'il continue de voir, mais globalement il se fait discret. Ainsi, plus les soupçons s'accumulent, et plus Cédric Jubilard se renferme sur lui-même. Affecté par ces rumeurs qui le poursuivent, il fait appel à maître Jean-Baptiste Allary, un avocat pénaliste très réputé au sein du barreau d'Albi. Je lui prodigue des modestes conseils sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, est-ce qu'il faut aller dans la presse, est-ce qu'il faut parler aux médias. Jean-Baptiste Allary, avocat de la défense. Moi, initialement, j'avais dit un peu naïvement, écoutez, monsieur Jubilard, ça va se calmer. Malheureusement, pour Cédric Jubilard, la pression qu'il subit depuis plus de 2 semaines n'est pas prête de s'apaiser. Bien au contraire. C'est un métier qui est tourné vers les autres, c'est soigner les autres. Il n'y a rien de plus beau que de soigner les autres. Presse écrite, radio, télévision, de nombreux journalistes affluent vers la région d'Albi. En ce début d'année 2021, l'affaire passionne les Français. Nous vous avons parlé dans nos journaux de la disparition mystérieuse de Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans habitant près d'Albi. À ce moment-là, les gendarmes se demandent s'il n'y a pas pu avoir une scène de violence à l'intérieur de la maison. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Et que finalement, Cédric les fait disparaître et les, pourquoi pas, mis à l'intérieur d'un mur sous une dalle de béton. Ils savent que Cédric Jubilard travaille dans le bâtiment, donc forcément, ils sont un peu plus précautionneux. Il va y avoir des investigations pour sonder les murs, vérifier s'il n'y a pas des pièces secrètes. Donc, il va y avoir des perquisitions et des investigations dans cette maison qui va lui être restituée. Cédric, lui, se montre très coopératif avec les hommes de la gendarmerie. Le bilan de cette opération est sans appel. Toujours aucun indice et pas l'ombre d'une trace de sang. Mais ce que Cédric ignore, c'est qu'ils le suivent à la trace 24 heures sur 24. Les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse sont dans une course d'attente, quelque part. D'où la nécessité de baliser sa voiture et de le placer sur écoute. Les enquêteurs attendent le faux pas de Cédric. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Qui disent quelque chose au téléphone incriminant qu'avec sa voiture il aille quelque part, les mettant sur la piste de Delphine. Ils le surveillent constamment. Malgré cette surveillance, il ne découvre rien de compromettant contre Cédric.
au point de se demander si finalement il ne ferait pas fausse route. Mais pas question pour autant de le lâcher des yeux. Même sur les réseaux sociaux, où son nom et son visage attirent désormais la curiosité. Sur les réseaux, il y a des groupes, Facebook notamment, qui se constituent pour poursuivre, commenter l'affaire Jubilard. Mais il y a aussi des espèces de groupies qui sont attirées par ce profil un peu étrange, comme des femmes ont pu être attirées par des tueurs en série aux États-Unis et les contacter en prison, par exemple. Cédric Jubilard, ça lui plaît d'attirer toutes ces femmes-là. D'un seul coup, il y a plein de femmes qui le contactent, il en joue. Cédric s'adonnerait ainsi au jeu de la séduction. Une rumeur lui attribue même une brève liaison sentimentale, alors que sa propre femme a disparu. Voilà qui intrigue beaucoup la gendarmerie. La clé du mystère se cacherait-elle dans l'histoire intime du couple Jubilard? Le principal suspect est le mari, donc on ne veut pas éveiller trop les soupçons sur lui. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. On ne veut pas que des infos importantes fuitent dans la presse parce que ça peut nuire à l'enquête forcément. À ce moment-là, on a l'impression que l'enquête s'enlise, mais en réalité, les gendarmes sont en train de travailler en profondeur sur la vie du couple Jubilard. Et là, ils vont découvrir beaucoup de choses très importantes. Printemps 2021. Cela fait 3 mois déjà que l'on est sans nouvelles de Delphine. Les enquêteurs restent persuadés que Cédric n'est pas étranger à sa disparition. Mais, faute de preuves, ils veulent comprendre quel pourrait être son mobile. C'est là qu'ils se penchent de nouveau sur la maison du couple. Elle avait été expertisée de fond en comble sans aucun résultat. C'est ici, à Cagnac-les-Mines, que Delphine voulait voir édifier la villa de ses rêves. C'est aussi un aboutissement que de faire construire cette maison. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Et donc ils vont décider, il y a 7 ans maintenant, d'acheter un terrain et de construire cette maison. C'était une volonté aussi partagée par Cédric. Cédric travaillait dans le bâtiment. Donc à partir de là, il a voulu lui construire une belle maison avec une piscine, avec les enfants, les chiens, la belle vie. Selon leur entourage, c'était du moins la promesse faite par Cédric à Delphine. Sauf qu'au fil du temps, les travaux d'aménagement auraient pris énormément de retard. Si l'intérieur est équipé de tout le confort moderne, l'extérieur, lui, n'a jamais été achevé. Elle dénote un petit peu cette maison parce que toutes les autres ont le crépi, celle-là c'est la seule en briques. Une fois que les murs sont posés et que le toit est posé sur la maison, le chantier s'arrête là. L'intérieur est pas terminé. Il doit y avoir un chauffage au sol, les tuyaux sortent encore aujourd'hui du carrelage sans avoir été recouverts. Pour la gendarmerie, c'est peut-être la piste à creuser. D'autant que le terrain qui l'entoure n'a rien à envier à la façade. Un bric-à-brac de choses entassées, une espèce de capharnaüm où on retrouve un vélo cassé, un trampoline bancal. Des vieux parpaings qui traînent, de la ferraille, les jouets des enfants, rien n'est rangé et oui, on dirait presque que la maison est abandonnée, quoi. Ce décor de désolation n'a pourtant pas empêché le couple Jubilard de vivre ici pendant plus de 5 ans, même après la naissance de leurs 2 enfants. Quand Delphine rentre du travail et qu'elle a récupéré sa petite fille, elle doit sortir de la voiture, traverser un chemin boueux, grimper des marches. Enfin, c'est un peu le parcours du combattant. Elle doit monter ce que les voisins disent une montée de chèvre, marcher dans la boue quand il pleut. Et ça pèse énormément sur le couple. La maison du couple. Et si c'était le nœud de toute cette affaire, l'élément déclencheur? L'enquête vient de connaître une avancée déterminante, car ses proches sont unanimes,
Delphine en voulait terriblement à son mari, elle qui était si enthousiaste au début des travaux. Il faut se rappeler qu'elle s'imaginait sa petite maison de quartier pavillonnaire, sa piscine, sa vie bien rangée avec ses enfants, qui se retrouve finalement dans une maison qui est pas achevée. Elle en peut plus, quoi. Elle lui en veut beaucoup de pas terminer son rêve, qui ressemble plus à un rêve mais à un cauchemar en fait. Du côté des enquêteurs, une chose est sûre. Delphine vivait très mal cette situation. Une atmosphère qui se serait par la suite envenimée, surtout à partir de l'année 2020. Il y avait aussi des problèmes financiers qui s'étaient greffés à l'intérieur du couple. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Notamment à cause du Covid-19, parce que Cédric n'avait eu aucun chantier dans son entreprise et Delphine était toute seule à assumer la charge familiale. Donc ça a été une étape un petit peu difficile, un moment dur à vivre. Sur le plan financier, c'était très tendu. Un chantier qui s'éternise, des difficultés matérielles qui s'amoncellent, et ses reproches qui semblent glisser sur son mari. Cédric, visiblement, n'y met pas vraiment du sien. Il avait une propension à fumer du cannabis. Lui, il reconnaît 7 à 9 joints par jour, ce qui fait quand même pas mal. Certains voisins le surnomment le zombie parce qu'il se promène toujours avec sa capuche, fume des pétards sans même se cacher. Il en fume même devant l'école en attendant ses gamins à la sortie. Le fait est, c'est qu'une bonne partie de son salaire, une bonne partie de ses revenus... Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Eh bien, passait dans l'achat de produits stupéfiants. Ouais. Une addiction que Delphine ne supportait plus. Et ce n'est pas tout. Au fil des auditions, le portrait qui se dessine de Cédric achève de conforter les gendarmes dans leur hypothèse. Petit à petit, Cédric avait pris un espèce d'ascendant malsain à l'intérieur du couple, c'est-à-dire qu'il critiquait énormément Delphine en public, il la rabaissait constamment, lui disant notamment qu'elle savait pas s'occuper de ses enfants, qu'elle savait pas tenir son foyer. Cédric, il a des fois des attitudes qui peuvent choquer, de l'ordre de la violence, mais verbale surtout. Résultat, une ambiance de plus en plus explosive au sein du foyer. C'était moins de 6 mois avant la disparition brutale de Delphine. Dès lors, l'enquête s'accélère. Des membres de l'entourage du couple sont de nouveau interrogés. Et selon eux, Cédric aurait noté à cette époque un changement d'attitude chez Delphine. Elle semblait absente et elle était sans cesse occupée à pianoter sur son portable. Il ne comprend pas trop le changement de comportement de son épouse à son égard, mais également à l'égard des enfants. Il y a une sorte de distance qui se crée de sa part, et donc il essaye d'en comprendre les raisons. D'une part, il a regardé les comptes bancaires. D'autre part, il a essayé de la géolocaliser pour savoir quand elle partait. Jean-Baptiste Allary, avocat de la défense. Si elle partait effectivement là où elle lui disait aller ou si elle allait faire toute autre chose. En l'espionnant ainsi, Cédric n'aurait pas mis bien longtemps à trouver ce qu'il cherchait, notamment grâce à l'examen des achats réalisés par Delphine avec sa carte bancaire. Il constate qu'il y a des achats sur Internet. Alors à chaque fois, il va essayer de vérifier un peu ce que sont ces achats. Il va y avoir, je crois, une nuit réservée sur un site, une nuit d'hôtel. Et il va commencer effectivement à avoir des suspicions. Une nuit à l'hôtel, ainsi que des réservations de logements auprès de particuliers. Pour Cédric, plus aucune ambiguïté possible. Delphine est bien en train de lui échapper. Il acquiert au fur et à mesure la certitude qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de Delphine sans que cette dernière ne le lui dise expressément et directement. Il est obnubilé par cette idée, avec qui elle est, est-ce qu'elle me trompe, avec qui... Frédéric Abella,
journaliste à la Dépêche du Midi. Qui c'est cet homme, etc. Donc ça se passe pas bien du tout parce que il est constamment en train de fliquer Delphine, il est jaloux et il veut absolument démasquer l'amant. D'après les témoins, c'était même devenu une idée fixe. Pour les enquêteurs, c'est une information cruciale. D'autant qu'ils savent justement, grâce aux vérifications techniques, que Delphine se connectait souvent sur le même site de rencontre. Et pas n'importe lequel. Elle est inscrite sur un site de rencontre extra-conjugale, dont la vocation est clairement des rencontres extra-conjugales. Delphine Jubilard avait rencontré Cédric très très jeune, elle avait à peine 18 ans. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. C'était son premier amour, son seul amour et sa seule relation. Et je crois qu'arrivé à un certain âge, et c'est un phénomène assez naturel, eh bien, elle va peut-être avoir envie de se rassurer, de savoir si elle peut plaire à d'autres hommes, de vivre, en fait, tout simplement. La gendarmerie parvient justement à retracer les échanges entre Delphine et un inconnu, un homme âgé d'une trentaine d'années. Il vit à Montauban, à 70 km d'Albi. Il va y avoir cette relation qui va se créer au début de façon complètement virtuelle et qui va s'emballer un peu comme des adolescents de 15 ans. Très vite, il y a des déclarations qui arrivent alors même qu'on ne s'est pas encore vraiment rencontrés, on ne se connaît pas vraiment. Messages enflammés, déclarations d'amour, les enquêteurs sont stupéfaits. Après quelques contacts virtuels, et sans jamais s'être vus, pour Delphine, tout va très vite. Voilà, il va se créer une relation assez forte entre les deux. Cette relation, elle va s'entretenir, elle va se nourrir à la fois d'échanges, de SMS, et puis de coups de fil, bien sûr. Elle s'épanche sur son quotidien, sur son mari qui ne l'aide pas. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Sur son couple qui part à volo. Et voici pour les gendarmes le scénario qui se profile. Celui d'un authentique coup de foudre à distance entre Delphine et cet homme qui est lui aussi marié. C'est un homme qui était un peu finalement dans la même situation qu'elle, qui avait aussi un enfant. Par rapport à Cédric, ce sont deux hommes, ce sont deux univers différents. Lui, il travaille dans un grand magasin du côté de Montauban. Et c'est sûr qu'à ce moment-là de sa vie, cet homme apparaît comme étant plus installé dans la vie, plus stable, plus organisé, plus rigoureux et plus rassurant. Plus rassurant, sûrement. Et si cet amant virtuel avait quelque chose à voir avec cette affaire? Il est immédiatement convoqué à Toulouse par les enquêteurs de la section de recherche. Il se demande si il n'a pas pu faire disparaître Delphine, s'il peut pas être mêlé à tout ça. Alors ils vont enquêter, ils vont vérifier son emploi du temps, sa téléphonie. Et dans la nuit du 15 au 16 décembre, il est avec sa femme à son domicile à côté de Montauban et son alibi est vérifié de manière certaine. Cet homme est donc aussitôt mis hors de cause. Mais ce qu'il raconte lors de son audition va encore aggraver les soupçons qui pèsent sur Cédric Jubilard. Car, face aux gendarmes, ce témoin le reconnaît volontiers, son histoire avec Delphine est allée bien au-delà d'une simple relation à distance. Une sorte de magie opère entre lui et Delphine, puisqu'il y a une forme de relation fusionnelle, passionnelle, y compris sur le plan intellectuel. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. C'est-à-dire ce sont deux sensibilités qui s'accordent totalement. Elle va à Montauban, ils s'arrangent dans leurs emplois du temps respectifs pour s'aménager quelques moments ensemble. Ils se voient à peu près trois fois par mois. Il y a un point d'accroche vraisemblablement qui se crée. D'ailleurs, Delphine parle de cette relation en disant c'est une providence. Ainsi, à l'automne 2020, cet homme providentiel fait une entrée fracassante dans la vraie vie de Delphine. Elle qui, 3 mois avant de disparaître, semble décidée à tourner la page.
Elle a l'intention de vivre avec son amant, de quitter la maison, de s'installer ailleurs, d'acheter une nouvelle voiture, d'acheter des meubles. Elle avait contracté un crédit. Donc Delphine s'imagine rompre avec Cédric. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Quitter la maison et s'installer avec cet homme de Montauban et vivre une vie familiale, enfin la vie familiale dont elle rêvait quand elle était jeune. Une irrésistible passion amoureuse et de grands projets d'avenir. Pour les enquêteurs, c'est désormais une certitude. Delphine n'avait qu'une seule idée en tête, obtenir le divorce. En plus de ses infidélités, Cédric avait donc d'autres raisons de lui en vouloir. Lui a tout investi pour Delphine. Il a cette maison sur laquelle il y a un crédit. Si Delphine s'en va, Cédric a tout à perdre. S'ils se séparent, ils sont obligés de vendre la maison dans laquelle il a investi pour acheter le terrain. Il est fort à parier qu'il verra beaucoup moins, voire plus du tout ses enfants. Pour lui, c'est impossible. À partir de là, la conviction des gendarmes paraît cédée. Plus rien ne doit désormais filtrer de l'enquête. L'étau se resserre une bonne fois pour toutes sur Cédric Jubilard. Et finalement, il se demande s'ils viennent pas de découvrir un possible mobile pour Cédric, un mobile puissant qui pourrait être la jalousie. Est-ce qu'il a appris quelque chose de nouveau concernant l'existence de l'amant de Delphine? Est-ce que Delphine elle-même a pu exprimer de manière encore plus claire son projet de nouvelle vie? Un couple à la dérive et une jalousie obsessionnelle attisée par la peur de tout perdre. Voilà de quoi nourrir le scénario criminel échafaudé par les gendarmes. Mais il n'en reste pas moins deux obstacles fondamentaux. Ils n'ont aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver Delphine. Et a priori, aucun indice matériel qui leur permettrait d'incriminer son mari. Alors que l'enquête semble au point mort, pour les amis et les collègues de Delphine, la tristesse se mélange à l'incompréhension. Plusieurs mois s'écoulent et toujours aucun signe d'elle. Difficile en tout cas pour ses amis de croire à la thèse défendue par Cédric, celle du départ volontaire. On va pas partir à 4h du matin, enfin personnellement. Partir en pleine nuit. Ouais, partir en pleine nuit, il pleuvait. Elle aurait pris ses affaires, ses enfants, sa voiture. Là, juste avec son téléphone et une doudoune, c'est impensable. Elles n'ont plus maintenant que les souvenirs de Delphine auxquels se raccrocher. Pétillante, ouais, c'est ça en fait le terme. Elle est joyeuse, elle pétille de joie de vivre, son sourire, son... Elle met l'ambiance aussi. Lors d'une soirée entre copines, Delphine s'en donne à cœur joie. C'était peu de temps avant que la jeune infirmière ne se volatilise. On s'aperçoit à quel point elle peut manquer. Et je trouve que c'est ça qui est le plus triste, c'est de se dire que... Comment ça ? Albi, 12 juin 2021. Voilà 6 mois, presque jour pour jour, que Delphine a disparu. Une marche blanche est organisée par sa famille et par ses amis. Cédric, lui aussi, tient à être présent. Mais il sait bien que tous les regards, plus que jamais, sont posés sur lui. Quand on veut voir quelqu'un comme un coupable, il suffit de le regarder comme un coupable. Jean-Baptiste Allary, avocat de la défense. Et il a une gueule de coupable. Il est tatoué, et il fume des joints, et il est mal rasé. Il y a clairement un délit de sale gueule. « 4 jours plus tard, c'est le coup de théâtre. Cédric Jubilard est interpellé et placé en garde à vue. La nouvelle a l'effet d'une bombe. Et le 18 juin,
il est transféré vers le tribunal de Toulouse. C'est là que le procureur de la République s'adresse pour la première fois aux médias. Personne ne sait encore pourquoi l'enquête vient de connaître un tel coup d'accélérateur. Il y avait tellement d'attentes sur cette affaire, il y avait tellement de frustration emmagasinée que... Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. Cette conférence de presse, c'était un petit peu la foire d'empoigne dans cette salle. Mesdames et messieurs, Cédric Jubilard a donc été présenté aujourd'hui devant les 2 juges d'instruction co-saisis. Dominique Alzéari, procureur de la République de Toulouse. Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et il vient d'être placé sous mandat de dépôt. 6 mois après la disparition de Delphine, c'est une véritable onde de choc. Son mari, poursuivi pour meurtre aggravé, vient d'être incarcéré. Reste que le corps de son épouse n'a toujours pas été retrouvé. Mais alors, que s'est-il réellement passé durant cette garde à vue? Et quels sont les nouveaux éléments dont disposent les gendarmes? Pour le savoir, il faut remonter 48 heures plus tôt. Cédric vient tout juste d'être interpellé sur son lieu de travail. Et dès le départ, les enquêteurs ont un objectif bien précis en tête. Les gendarmes avaient besoin d'avoir les aveux de Cédric Jubilard. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Et donc je crois qu'ils espéraient véritablement que Cédric Jubilard avoue son crime. À ce moment-là, on est entré dans une forme de guerre psychologique. De toute façon, son placement en garde à vue, dans un dossier comme ça, je ne suis pas naïf, c'est quelque chose que nous avions déjà envisagé. Ce que Cédric ne sait pas, c'est que les gendarmes ont de nouvelles cartes en main pour tenter de le faire craquer. À commencer par un témoignage, celui de son propre fils, âgé de 6 ans. Le fils des Jubilard, qui est réentendu 1 mois après la disparition. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Explique que ses parents se sont disputés le soir de la disparition de Delphine et que la dispute a été très violente. Il dit oui, alors j'ai entendu papa, maman, je n'étais pas là, je ne les ai pas vus, j'ai entendu une phrase qui ressemble grosso modo à « bon, mais puisque c'est comme ça, on n'a qu'à se séparer ». Un témoignage clé pour les enquêteurs. Mais pour la défense, il serait au contraire extrêmement fragile. Car le fils de Cédric avait déjà été interrogé au lendemain de la disparition de sa mère. Et il n'avait rien signalé de suspect. Il est entendu dans la journée du 16. Alexandre Martin, avocat de la défense. Il ne décrira rien de particulier, si ce n'est des choses positives sur la relation de ses parents ce soir-là, sans décrire la moindre violence, sans décrire la moindre dispute, les moindres éclats de voix. Un enfant de 6 ans commence à peine à construire le concept de chronologie, le concept d'hier, de demain, et donc il n'a pas été capable de reconstruire sa chronologie 1 mois et demi auparavant. Selon les avocats de Cédric, l'enfant pourrait se tromper de date. Reste que les gendarmes confrontent son père à un autre témoignage important. Ils ont en effet réinterrogé tout le voisinage. 2 voisines, une mère et sa fille, ont entendu autour de 23 heures des cris de femmes. Des cris stridents d'une personne qui semble ne pas pouvoir respirer, jusqu'à ce que les cris s'éteignent comme si on étranglait une personne. Mais il en faut plus pour inquiéter Cédric Jubilard. Selon lui, ces accusations ne tiendraient pas davantage la route. Ces cris sont entendus par une personne dont la maison se situe à plus de 130 mètres. 130 mètres de la maison Jubilard. Jean-Baptiste Allary, avocat de la défense. Les voisins les plus proches n'ont rien entendu. Et ils sont au moins une quinzaine à n'avoir rien entendu. Rien.
Au fil de ces auditions, Cédric se montre plus difficile à déstabiliser que prévu. Les gendarmes ne relâchent pourtant pas leur pression. Ils lui présentent un autre élément qu'ils jugent très compromettant. La couette dans laquelle dormait Delphine sur le canapé du salon est passée à la machine. Ça pose question. Pourquoi la laver à ce moment-là? Était-ce pour cacher des indices? Cédric a peut-être étouffé ou étranglé Delphine en se servant de cette couette ou a transporté le corps dans cette couette. Voilà, on peut tout imaginer. Un point sur lequel Cédric oppose une explication. Cette couette, dit-il, n'était pas encore lavée lorsque les premiers gendarmes sont arrivés. Elle ne le sera que bien plus tard dans la journée, voire le lendemain, tout simplement parce que ses chiens l'avaient salie. Cédric Jubilard, c'est lui qui appelle les gendarmes. C'est lui qui les fait venir. Vous imaginez bien que s'il avait commis le crime qu'on lui reproche, et s'il y avait la trace de son forfait sur une couette qui est dans le salon, il l'aurait fait disparaître. Face aux enquêteurs, Cédric tient le choc. Il réfute, point par point, tous leurs éléments. La garde à vue touche à sa fin. Cédric reste fidèle à sa version. Il n'a rien à voir avec tout cela. Alors les gendarmes abattent leur dernière carte, des menaces de mort très explicites qu'il aurait lancées peu avant la disparition de Delphine. Il s'aperçoit que Delphine lui échappe complètement. C'est là où il va commencer à proférer des menaces de mort auprès de sa maman. Il fait une promesse, une sorte de promesse funeste. Je vais la buter, je vais la tuer, on la retrouvera pas, je vais l'enterrer, on va jamais la retrouver. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. Plusieurs fois, à sa mère, à des témoins, il lui dit à peu près 5-6 personnes. Je vais la tuer et on ne va jamais la retrouver. Des mots très lourds de sens. Les gendarmes insistent, mais rien à faire. Cédric a réponse à tout. Il les explique comme des mots en l'air, prononcés sous le coup de la colère. Il ne comprend pas qu'on puisse considérer qu'il serait annonciateur de ce qui se serait passé au mois de décembre 2020. Il flanche pas et il ne ment pas. C'est-à-dire que quand on lui a reproché des propos tenus, il les a reconnus. Mais quand on lui a attribué le meurtre de son épouse, il a nié. L'affaire Delphine Jubilard, un feuilleton judiciaire retentissant, et ce mystère qui déchaîne toutes les passions. Que s'est-il vraiment passé dans cette maison de Cagnac-les-Mines ? Cour d'appel de Toulouse, 6 juillet 2021. Voilà 2 semaines que Cédric Jubilard se trouve en détention provisoire. Ses 3 avocats sont bien décidés à le faire sortir de là. Ils réclament sa remise en liberté, faute de preuves tangibles. Les gendarmes savaient ou savent qu'ils n'ont pas grand-chose et qu'ils essayent à tout crin de réunir des petits grains de sable pour essayer de construire un château. Nous savons bien que ça n'a jamais été suffisant. Mais la justice se montre inflexible. Elle estime qu'il existe suffisamment d'indices graves et concordants contre leur client. Il restera donc en prison jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, nous allons demander régulièrement la remise en liberté de Cédric Jubilard parce qu'il est effroyable que cet homme soit en détention provisoire. Et il ne voit personne, à part les gardiens, et 2 sorties, 2 fois 1 heure, dans l'équivalent d'un patio grillagé au plafond. Voilà sa vie. À ce stade, le détenu Cédric Jubilard reste présumé innocent. Mais s'il est renvoyé devant la cour d'assises, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. À moins que l'enquête finisse par démontrer qu'il n'est en rien impliqué dans la disparition de Delphine. Et il a une certaine naïveté
qui consiste à dire, mais de toute façon, la justice, ça existe. Alexandre Martin, avocat de la défense. Et de la justice, il en sortira forcément la vérité, celle que je suis innocent. On a un Cédric Jubilard qui clame son innocence, qui n'a pas craqué, qui n'a rien avoué. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ce que je sais, c'est qu'on a tous les ingrédients d'une erreur judiciaire. Cédric Jubilard aurait-il commis le crime parfait? Ou serait-il plutôt la victime toute désignée d'une terrible erreur judiciaire? Cette enquête tentaculaire a certes retenu un mobile, la jalousie amoureuse. Mais il n'y a ni corps, ni aveu, et aucun indice matériel irréfutable. Les avocats de la défense de Cédric Jubilard, qui sont de vrais pénalistes, Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. ont compris qu'il y avait de gros manques dans ce dossier. C'est très très limite pour le faire condamner devant les assises. Un dossier comme celui-ci aux assises Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Risque de semer le trouble dans l'esprit des jurés et donc ça aboutirait sur un acquittement. Quelle que soit l'issue de cette douloureuse histoire, toutes celles et tous ceux qui ont connu Delphine doivent peu à peu se résigner au pire. Quant aux membres de sa famille, à ses 2 jeunes enfants, ils endurent un véritable calvaire. Ça fait des mois qu'ils attendent de savoir ce qui lui est arrivé, de savoir où elle se trouve. Et aujourd'hui, ils n'ont toujours aucun indice. Il est important de retrouver le corps de Delphine. Je pense que ce sera l'élément qui permettra de savoir exactement ce qui s'est passé. Laurent Naka-Charfi, avocat des parties civiles. Alors qu'il y a peu encore, ils avaient un infime espoir de la retrouver vivante, à ce jour, ils se sont fait à l'idée qu'elle était très certainement décédée. La vérité sur la disparition de Delphine Jubilard surgira-t-elle un jour? Cette mystérieuse affaire n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.